Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est un petit point lecture pour savoir ce que j'ai lu au mois de juin. Au mois de juin, j'ai attaqué avec Delilah Green Doesn't Care, donc qui est le tome 1 d'une trilogie, si je dis pas de bêtises, qui tourne tout autour de romances lesbiennes. On suit Delilah qui est photographe et essaie de percer en tant qu'artiste. Elle est lesbienne et en fait, sa demi-sœur se marie. Sauf qu'elle n'a jamais été très proche de sa demi-sœur ni de sa belle-mère qui l'a élevée après le décès de son père. Mais elle décide de retourner dans la ville où elle a grandi, où elle a encore beaucoup de traumatisme. Elle va faire la rencontre de Claire. Claire, elle la connaît déjà car c'est l'une des meilleures amies de sa demi-sœur, Astrid. Sa demi-sœur Astrid. Et en fait, Claire, elle est bisexuelle. Un soir où Claire et Iris, l'autre copine de Astrid, sont au bar, sa meilleure amie lui lance un défi d'aller draguer quelqu'un car ça fait un moment qu'elle n'a côtoyé personne et elle décide d'aller draguer la jolie brune au bar. Sauf qu'elle ne reconnaît pas Delilah, la demi-sœur de sa meilleure amie. Une romance va naître entre elles. Voilà. Alors quand je vous le présente comme ça partait bien. Surtout que Delilah, elle a un peu ce côté vengeance, parce que Claire, c'était un peu son fantasme au lycée. Et disons que choper la personne qui te faisait craquer au lycée, c'est un peu satisfaisant, surtout pour elle. Elle décide un peu de prendre sa revanche sur la vie. Le seul problème, c'est que déjà, j'ai eu un peu du mal à repasser à la troisième personne. Donc, on a le point de vue de Claire et de Delilah. Je sortais en gros de ma lecture de Magnolia Parks, où c'est très... On est dans la tête des personnages, donc c'est à la première personne et on les comprend vraiment. Là, ça m'a mis un recul tout de suite. Mais l'histoire commençait bien. Enfin, commençait bien. Oui et non. En fait, Delilah, ça pourrait être un homme. Elle se comporte un peu tout comme. Et il y a eu des scènes qui m'ont un peu dérangée, où j'ai trouvé que, Delilah, elle se comportait juste comme un mec. Donc je ne sais pas si la personne qui a écrit ça, Ashley Herring Blake, est lesbienne ou pas, mais c'était... Enfin, moi, ça m'a vraiment dérangée de lire une romance hétéro, mais en fait, on a remplacé un personnage et c'est devenu une femme. Donc j'ai pas détesté ma lecture, même s'il y a certaines choses que j'ai vu venir à des kilomètres, ça reste un peu une romance classique. Mais je n'ai pas été convaincue. Après, je pense laisser une chance au deuxième tome, parce qu'il concerne Astrid, la demi-sœur de Delilah, celle qui doit se marier dans le tome 1. Et j'ai très envie de savoir son histoire à elle, donc je pense que voilà, je lirai le tome 2. Mais je sais pas si je peux recommander cette romance à tout le monde. En plus, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de romances FF mis en avant, mais celle-ci m'a un peu déçue. Ensuite, j'ai lu en digital la BD La saveur du printemps. Donc c'est une romance entre deux jeunes garçons. On suit Aristote, oui Harry. Donc Harry, son père tient une boulangerie au bord de mer. Et en fait, lui, il rêve que d'une chose, c'est de partir pour démarrer son groupe de musique. Et il ne pense pas trop à la fac, tout ça. Il vient d'avoir son brevet, c'est l'été. Et son père, il veut vraiment qu'il l'aide en boulangerie. Et lui, il n'a pas du tout envie de faire ça. Et du coup, il y a des conflits familiaux. Et à côté de ça, on suit un autre jeune homme qui, lui, doit vider la maison de sa grand-mère qui se trouve être dans la même ville où vit Harry. Il est en train de passer un diplôme, justement, il me semble, dans la pâtisserie-boulangerie. Et il voit que Harry a mis une annonce pour se faire remplacer, vu qu'il n'a pas envie d'aider à la boulangerie, pour chercher quelqu'un. Il est accepté très vite entre eux. Il y a une certaine alchimie. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais c'était assez mignon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à Heartstopper. Calmez-vous, rien n'égale Heartstopper. C'est vrai que c'est très mignon, mais il y a certains points qui m'ont dérangé, notamment la famille. On dirait que c'est acceptable de demander à tes enfants de bosser gratos pour toi parce que t'en as besoin et de littéralement leur demander de sacrifier toutes leurs envies et leur avenir. J'ai trouvé que ça a été très mal amené. Et à la fin, il y a un twist des 90%. J'ai pas compris. Et j'aimerais vous en parler, mais si je vous en parle, je vous spoil, donc je ne peux pas. Mais moi, il y a des choses qui m'ont un peu déroutée dans la BD que j'ai pas appréciée. Donc c'est sympa. C'est une petite BD romance MM, donc si c'est votre vibe, lisez-la, elle est très sympa. Et aussi un truc qui m'a fait péter un câble, c'est que ça s'appelle La saveur du printemps, alors que ça se passe en été. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous n'avez pas appelé ça la saveur de l'été ? J'en sais rien, mais moi, ça ne se passe pas au printemps, il n'y a pas de printemps, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Sachant qu'en plus, en VO, elle s'appelle pas du tout comme ça, la BD, je crois que c'est Blue quelque chose, si je retrouve, je vous le mettrai. Mais vraiment, j'étais
agacée, voilà. Toujours en digital, j'ai lu la BD Flavor Girls que j'ai trouvé très sympa, l'esthétique très cool. J'ai hâte de voir la suite parce que ça m'a beaucoup intriguée. C'est une BD un peu style Magical Girl, mais version fruits exotiques. Leur pouvoir est tiré d'un fruit exotique. Et nous, on suit la dernière Magical Girl qui rejoint du coup la troupe. Et effectivement, elles affrontent des aliens, donc un peu plus style Power Rangers, parce que je suis pas sûre que les... Ah si, les Magical Girls aussi, c'était des pouvoirs extraterrestres. Bref, on suit 4 filles qui ont des pouvoirs magiques et qui doivent combattre des aliens qui, depuis plusieurs années, essayent d'envahir la Terre. En fait, on ne sait pas vraiment ce que veulent les aliens. Je vous l'ai très mal résumé, je suis désolée. Mais c'était très sympa. Et le style graphique est très cool, je vous la conseille. Si vous aimez les BD un peu douces, avec des caractères un peu ronds. J'ai l'impression de vous vendre un fruit, c'est très bizarre. Mais la BD parle de fruits, donc quelque part, ça marche. C'était une très bonne lecture. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu Apprentice to the Villain. J'attendais ce livre. Mais alors, vraiment avec impatience. J'ai lu le tome 1 en décembre. Ça a été très long jusqu'au tome 2. Et je pense que j'avais des attentes très hautes parce que le tome 1 m'avait vraiment plu. J'étais un petit peu... Il y a des trucs que j'ai pas aimé dans le tome 2. Bah déjà, il y a une espèce de quête qui se met en place. Et pendant tout le tome, ils vont essayer de faire cette quête, normale. Mais en fait, moi, ça m'a un peu saoulée. C'était vraiment de E à point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C, on revient chez le vilain, de point C encore un point D. Les personnages secondaires étaient cool, on en apprend plus sur Becky, ce qui était très intéressant. Le début est incroyable, le twist de fin, incroyable. Le personnage mystérieux à la fin du tome 1, dont j'avais trouvé l'identité à la fin du tome 1, intéressant. Il y a un truc aussi qui m'a énervé. Vous me faites pleurer. En tant qu'auteur, vous arrivez à me faire pleurer, c'est pas grave. C'est ok. Mais vous n'avez pas le droit de me faire croire quelque chose pendant hyper longtemps, me dire que c'est finito, genre fini, me faire pleurer, et après dire non mais en fait, c'est pas finito. En fait, t'as pleuré pour rien. Dommage. Non. Soit c'est finito et je pleure, soit c'est pas finito mais vous me faites pas pleurer. Genre vraiment ça j'ai pas apprécié. Je peux pas vous dire qu'est-ce qui m'a fait pleurer sans vous spoiler, mais je vous jure que c'était vraiment pas sympa. En vrai, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai moins aimé que le tome 1, mais je pense qu'aussi j'avais beaucoup d'attentes envers ce livre. J'étais aussi très frustrée de certaines tournures, de certaines choses dont je ne peux pas vous en parler. Et si vous ne savez pas de quoi ça parle, eh bien, on suit Evie Sage. Evie Sage, c'est une jeune femme qui a des problèmes d'argent, a un père malade, une petite sœur à charge et qui n'a plus de boulot. Pas de bol. Sauf qu'un jour, dans la forêt près de chez elle, elle va tomber sur le vilain. Le vilain, c'est un mec qui fait des crasses au roi du royaume et qui est littéralement appelé le vilain car il sait que ce qu'il fait, c'est mal. Il n'hésite pas à torturer et à tuer des gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de second degré par rapport à ça qui est assez troublant et drôle. Et en fait, on sent très bien qu'entre deux, il y a une connexion, quoi. Ils sont un peu... voilà. Il accepte de l'embaucher comme assistante et l'histoire démarre là-dessus. Le tome 2, ça commence à mettre des trucs en place, mais ça prend son temps, donc bon, voilà. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Voilà, moi j'ai aimé, mais j'étais quand même plusieurs fois frustrée et un petit peu déçue. Mais c'est juste mon avis personnel parce que j'en attendais beaucoup. J'ai lu un webtoon que j'ai sur Webtoon du coup qui s'appelle Un amour d'armure qui était très sympa, je vous le recommande. Seul problème, il y a la première saison, la deuxième saison, mais il n'y a pas eu de mise à jour depuis un certain temps et il n'y a pas de troisième saison. Vous pouvez le trouver intégralement en anglais, mais moi mon anglais et j'ai peur de pas... C'est pas ça quoi. Donc, Un amour d'armure, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en fait dame de compagnie et meilleure amie de la future reine. Elle est au service de cette jeune fille depuis des années, elles sont amies, et elle doit épouser le roi. Sauf qu'on découvre très vite que cette jeune servante est en fait une fée. Sauf que les fées sont en guerre contre les humains depuis des années, voire des décennies. Les fées sont très maltraitées, donc ça parle quelque part du racisme. Et en fait, elles sont toutes les deux du coup à la cour du roi parce qu'ils vont bientôt se marier. Et pendant un tournoi, il va y avoir une invention d'un mage qui est en fait une armure vide qui a conscience et qui se bat. Et très vite, elle va être intriguée par cette armure. Et entre elles va se nouer un lien un peu particulier. Et en fait, très vite, l'armure va aussi s'attacher à elle. Et après de certaines circonstances, l'armure va être un peu missionnée
pour protéger cette jeune femme. Et en fait, très vite entre eux, du coup, il va se nouer une relation et l'armure va commencer à développer un certain esprit. Et également, elle va se mettre à parler. Et en fait, tout ça est très déroutant parce que c'est une première. Et en fait, on comprend que cette expérience est en train de aller dans un sens inattendu. J'ai pas trop envie de vous spoiler et j'espère que je vous l'ai pas trop mal résumé, mais Un amour d'armure, c'était un rare coup de cœur webtoon, tout confondu. C'était incroyable. J'ai aimé du début à la fin. J'ai quasiment lu tout l'intégrale en 24 heures. C'était super. Vraiment, c'était un webcomic incroyable. Et j'espère qu'un jour, on aura la suite. J'espère même qu'un jour, on le publiera en papier. Si c'est le cas, je l'achèterai. Ah, ensuite, j'ai lu So This Is Ever After. J'attendais de vous en parler. De F.T. Lukens. Je tiens à m'excuser car j'ai mégenré l'auteurice. À la fin, j'ai vu qu'elle était citée en termes neutres. Dans des précédentes vidéos, je l'ai mégenré. Je m'excuse, même si elle ne verra jamais ces vidéos. Voilà, moi j'avais besoin de le verbaliser. So This Is Ever After, ça c'était un coup de cœur. Mais alors, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça, ça faisait des mois. Alors, on va suivre Arek. Arek, c'est l'élu. Et en fait, il doit accomplir une prophétie. Le premier chapitre s'ouvre sur Arek qui accomplit sa prophétie. Il doit tuer le roi, je sais plus comment elle appelle, le sanguinaire. Bref, le roi actuel est un tyran. Il se retrouve à devoir le tuer. D'ailleurs, c'est une scène un peu dégueu. Et en fait, il devient le nouveau roi. Sauf que la quête est finie et en fait, il est un peu perdu dans ce qu'il doit faire. Il se demande, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant que la quête est terminée. Ça parodie beaucoup de choses, de l'heroic fantasy, des JDR. Enfin, on dirait vraiment. Moi, j'avais l'impression de lire une campagne de JDR quand j'ai lu ce livre, je vous jure. Vraiment, tellement les personnages secondaires sont bêtes. Et en fait, Arek, il a toute une troupe avec lui, donc il a son groupe d'amis, et surtout, il a son ami d'enfance, Matt, le beau magicien qui l'a suivi tout au long de sa quête. Voilà, c'est son meilleur ami, et pour qui il a des sentiments. Et en fait, il n'arrive pas à dire à Matt qu'il est amoureux de lui, parce qu'à chaque fois, c'est pas le bon moment, il y a ci, il y a ça. Sauf j'ai pas trop envie de vous en dire parce que je vais vous laisser la surprise, mais moi j'ai adoré la plume de F.T. Lukens. Genre vraiment, j'ai hâte de lire ses autres livres. C'était trop bien. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai aimé ce livre. Genre, j'ai tout aimé. Alors, encore une fois, ça m'est déjà arrivé de vous dire, j'ai l'impression que ce livre a été écrit pour moi. Et ça m'a fait le même effet avec ce livre. J'ai eu l'impression que l'auteurice l'avait écrit pour moi en particulier, tellement ça a touché tout ce que j'aime, tout ce que j'aimais. Et du coup, maintenant, j'ai envie de lire de l'heroic fantasy queer parce que c'était incroyable. Il y a plein de personnages secondaires qui sont queer. Il n'y a pas que la romance MM du livre. Donc, c'était un régal. Je pense que ça va être une de mes nouvelles auteuristes préférées avec Alice Oseman parce que c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Je vous le dis, c'était 5 étoiles sur 5 étoiles. Ce n'est pas fait exprès, mais juste après, j'ai lu Felix Ever After. Donc ça fait 2 Ever After d'affilée, mais c'était pas du tout prémédité. Felix Ever After, je vous avais fait un résumé précédemment. En fait, j'ai tout mélangé, c'était pas du tout ça. En gros, Félix, il est noir, il est queer, il est trans. Ça fait beaucoup d'étiquettes même pour lui. Je sais pas comment résumer cela. En fait, c'est la vie de Félix et il se pose beaucoup de questions. Il est trans, il a 17 ans, il a jamais connu l'amour et il commence à se poser des questions sérieuses sur tout ça, sur son genre, sur l'amour, sur plein de choses. Et en plus, ironie du sort, Félix s'appelle Love. Et il se dit, mais c'est une ironie que mon nom de famille, ce soit Love alors que personne ne m'aime. Il a une relation très fusionnelle avec son meilleur ami. Et à l'école, c'est l'été, il y a des cours d'art particuliers, ils sont tous les deux inscrits. Et en fait, un de ses camarades a l'air de le détester, donc lui, ça l'exaspère beaucoup. Et en fait, un jour, il va se passer quelque chose d'horrible, c'est que quelqu'un va faire un exposé avec des vieilles photos de lui quand il n'était pas encore un homme. Donc lui, ça va beaucoup le choquer parce qu'il se demande qui lui en veut au point de lui faire du mal comme ça, de le outer devant tout le monde et de dévoiler son dead name. C'est très dur pour lui et il comprend pas qui peut bien lui en vouloir. Et tout de suite, il se met en tête que c'est son camarade de classe qui le déteste, qui a fait ça. Donc il va se mettre à enquêter, il va créer un faux profil pour en gros parler à ce jeune homme sur les réseaux sociaux et savoir si c'est lui ou pas qui a fait ceci. Je peux pas vous en dire plus, ça serait spoilé, mais en fait, le livre, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je vais pas vous mentir, les premiers chapitres, j'étais pas dedans.
J'ai mis un petit moment avant de rentrer dedans et au début, je voyais pas où le livre voulait en venir. S'il voulait parler de ce harcèlement, s'il voulait parler d'une romance. En fait, à la fin, j'étais un peu perdue parce que je me suis dit: «Mais attends, mais où va le livre?» Et en fait, c'est le fait que je n'arrive pas à voir où va le livre qui a fait que je l'ai autant apprécié. Et en fait, tout le long du livre, le livre te pousse à croire que certaines personnes ont peut-être fait certaines choses à Félix. En fait, on n'arrive pas à savoir qui a fait ça. Et le livre m'a eu, j'avoue. J'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé de quoi ça parlait, de comment ça en parlait. C'était hyper intéressant. Donc, si vous voulez lire un bon livre avec un personnage trans principal, Félix Ever After, c'était vraiment super. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture. Et les 2 derniers livres dont je vais vous parler, j'ai fait des guillemets parce qu'en fait, ce sont encore des webtoons. Je sais pas ce qui m'a pris là au mois de juin, j'ai lu beaucoup de webtoons. J'ai lu Love Me to Death. Ah! Alors, pareil, très contente de vous en parler. Love Me to Death, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est nécromancien. Ça se passe, je crois que c'est une île, ou enfin c'est près d'un port, en tout cas c'est une ville maritime. Sur ce continent, il existe des nécromanciens, ce sont des personnes dont le sang est magique et leur procure des pouvoirs. Notre héros est un nécromancien, donc il est en marge de la société parce que tout se fait via le sang. Genre, pour acheter une pomme, vous devez signer avec votre sang, et si votre sang réagit, eh bien c'est que vous êtes nécromancien. Donc sa vie n'est pas du tout facile. L'une des plus grosses fortunes de la ville, donc le fils héritier des banques de la ville, a perdu sa fiancée. Elle est morte il y a quelque temps, mystérieusement, le jour de leur mariage. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais voilà. Et il est bien sûr extrêmement atteint par le chagrin, et il décide de trouver ce nécromancien et de lui demander de ramener sa fiancée à la vie. Fiancée qui est une très jolie femme qui s'appelle Mercedes. Mercedes, elle ne se rappelle de rien. Elle comprend pas ce qu'elle fait là, mais elle sait une chose, c'est qu'elle ressent une très grande attirance pour le nécromancien. Et lui, il se sent bizarre depuis que elle est revenue d'entre les morts. J'ai pas envie de vous spoiler, mais très vite, on comprend qu'il va y avoir des problèmes. Disons que le plan n'est pas bon. Très vite, on comprend que Mercedes, elle ne peut pas se séparer de lui. Si elle est trop loin de lui, bah, elle se sent à nouveau refroidir. Elle redevient un peu un cadavre, quoi. Et lui, pareil, quand il est trop loin d'elle, ça va pas, quoi, quand il est loin d'elle. Sauf que le futur époux de Mercedes, bah, lui, il aime toujours et il comprend pas ce qui se passe. Et il avait prévu bah, de laisser partir le nécromancien quand elle aurait fini de ramener Mercedes. Sauf que bah, il peut pas se débarrasser de lui. Et en fait, le webcomic a pris un tournant que j'espérais. On comprend que il va y avoir un trouble. Voilà. Et c'était trop bien. Sauf que problème, encore une fois, bah il n'y a pas la suite. Donc je vous le recommande parce que c'était vraiment trop bien. Mais par contre, bah je suis trop frustrée quoi parce que j'ai tellement envie de savoir la suite. C'était très cool. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. On comprend que l'ordre religieux qui traque les nécromanciens, peut-être qu'ils ont menti sur l'histoire et tout. Il y a vraiment l'air d'avoir un peu des enjeux politiques. D'ailleurs, je suis quasiment sûre que la mort de Mercedes est liée à eux. Donc c'est très intriguant. J'ai trop envie de lire la suite, mais bon. Donc, très bon webcomic. Et ensuite, j'ai lu Morgana et Oz. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est sorti en format papier, il me semble, chez nous en France. C'est l'histoire de Morgana. C'est bien, c'est dans le titre. Moi, comme ça, je me rappelle les noms des personnages. Morgana, c'est une jeune sorcière qui fait partie d'une famille de sorciers. Et le premier chapitre s'ouvre sur un repas déterminant entre le clan des vampires et le clan des sorciers. Ça fait des décennies que les deux clans sont en conflit, voire en guerre, et ils doivent faire un dernier repas pour essayer de se mettre d'accord. Il se passe quelque chose de bizarre pendant le repas. Tout le monde s'affole et finalement ça se passe très mal. Sauf que Oz, qui est un des vampires du clan, pense que Morgana leur tend un piège et en essayant de l'attaquer, elle panique et elle lui jette un sort et il se transforme en chat. Donc ça c'est le premier épisode en gros. Et très vite, Morgana et Oz ils vont s'allier. Elle va essayer de le retransformer en vampire, bien évidemment. Et en fait, pendant ce temps-là, ils vont un peu apprendre à se connaître et elle va leur dire que elle cherche vraiment pas, enfin sa famille ne cherche vraiment pas la guerre contre les vampires et ils se rendent compte que ça serait un avantage d'éviter cette guerre. Donc on comprend que entre eux va naître une alliance et également peut-être un peu d'amour. Il y a les 2 premières saisons sur Webtoon pour l'instant, c'est très sympa. Je vous recommande, les dessins très mignons.
Il y a pareil une espèce d'intrigue en fond. On se demande qui, pourquoi, à qui profiterait cette guerre. C'est intéressant. J'ai très hâte de lire la suite, voilà. Et c'était le dernier livre que j'ai lu ce mois de juin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà pour mon point lecture de juin. J'espère que ça vous a donné des envies de lecture, que ça vous a fait découvrir de nouvelles lectures. Puis n'hésitez pas à me dire quel webtoon vous aimez, parce que je me rends compte que j'en lis un peu, mais c'est plutôt par période. Là, je suis à nouveau dedans. Plutôt des webtoons queer, ça me tente plus, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'hésitais à vous faire une vidéo, mes recos webtoon queer, justement. Donc, si vous en avez à me proposer, ça me ferait plaisir. Voilà. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bye!